Dans ce cours, nous allons aborder les différents aspects diagnostiques de la dysplasie ou cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène. La DVDA est une cardiomyopathie héréditaire du ventricule droit, caractérisée par un remplacement fibro-adipeux du myocarde, principalement de siège sous-épicardique. Sa prévalence est rare, de l'ordre de 1 sur 2000. Même si la DVDA touche essentiellement le ventricule droit, une atteinte ventriculaire gauche peut être également associée. C'est la présence du remplacement fibro-adipeux au sein du myocarde ventriculaire droit qui va aboutir aux anomalies morphologiques, électriques ainsi qu'aux troubles du rythme que l'on va observer dans la DVDA. La DVDA est probablement la cardiomyopathie héréditaire dont le diagnostic est le plus difficile. En effet, le diagnostic de la DVDA n'est pas basé uniquement sur un seul examen, mais sur un ensemble de critères qui ont été mis en place en 1994, puis revus en 2010. Tout d'abord, des critères morphologiques avec la présence d'anomalies du ventricule droit, que ce soit sur l'échographie cardiaque, l'IRM ou autre examen du ventricule droit. Des anomalies électriques avec des troubles de repolarisation et ou de dépolarisation, des troubles du rythme ventriculaire, que ce soit des extrasystoles ventriculaires ou des tachycardies ventriculaires provenant du ventricule droit, des anomalies anatomopathologiques avec la présence de filtrats de fibrose ou d'infiltrats fibro-adipeux associés à une dégénérescence myocytaire, et puis l'histoire familiale avec les antécédents au premier degré de parenté présentant une DVDA, une mort subite, ou l'identification d'une mutation génétique associée à la DVDA. Pour ça, chaque sous-partie, les anomalies sont classées en fonction de leur sévérité en critère mineur qui va compter 1 point ou en critère majeur. Le diagnostic est considéré comme certain en présence d'un score supérieur ou égal à 4, ce qui peut correspondre à 2 critères majeurs, ou 1 critère majeur ou 2 critères mineurs, ou 4 critères mineurs. En cas d'un score supérieur ou égal à 3, le diagnostic est considéré comme probable. Si le score est supérieur ou égal à 2, le diagnostic est alors considéré comme possible. Cette diapositive permet de vous montrer une vue globale des critères diagnostiques qui, comme vous le voyez, sont assez complexes. Nous allons les aborder un à un. La présence d'une infiltration fibreuse de la paroi libre du ventricule droit est considérée comme un critère diagnostique qui est considéré comme majeur si le nombre de myocytes résiduels est inférieur à 60%. Les anomalies histologiques peuvent être mises en évidence au cours d'une biopsie endomyocardique, même si celles-ci ne sont pas réalisées en pratique courante à visée diagnostique. En effet, l'atteinte étant segmentaire, la biopsie peut être tout à fait négative si elle est non ciblée sur la zone pathologique. De plus, le septum interventriculaire est le plus souvent indemne de lésions. Ce critère est le plus souvent retrouvé en cas d'analyse autopsique après une mort subite récupérée ou en cas d'analyse de cœur explanté lors d'une greffe cardiaque. La DVDA est une pathologie d'origine génétique de transmission le plus souvent autosomique dominante. La plupart des mutations sont localisées au sein de gènes du desmosome cardiaque, une jonction intercellulaire permettant le maintien de la cohésion du tissu cardiaque face au stress mécanique. La pénétrance des mutations desmosomales est incomplète de moins de 50%, liée à l'âge, mais aussi au sexe, puisque les hommes vont plus souvent exprimer les mutations que les femmes, mais aussi liée à la pratique sportive intensive. Dans moins de 5%, on peut identifier des mutations dans les gènes non desmosomaux, comme TMM43, mais aussi d'autres gènes impliqués plus classiquement dans les CMD, comme les laminopathies ou le gène du phospholamban, mais aussi dans RIR2, qui est un gène classiquement impliqué dans les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Il existe donc un overlap clinique et génétique entre DVDA, CMD et TV catécholergique. La cause génétique reste néanmoins inconnue dans 50% des cas. Sont considérés comme critères diagnostiques mineurs la présence d'une histoire familiale de DVDA chez un apparenté du premier degré, mais chez qui il n'est pas possible de confirmer si cet individu répond aux critères diagnostiques actuels de la task force, l'antécédent de mort subite inférieur à 35 ans, possiblement lié à une DVDA chez un apparenté du premier degré, ou un antécédent de DVDA confirmé sur le plan histologique ou répondant aux critères actuels chez un apparenté du deuxième degré. Est considéré comme critère majeur sur le plan du critère histoire familiale, l'antécédent de DVDA confirmé chez un apparenté du premier degré selon les critères actuels de la task force, l'antécédent de DVDA confirmé anatomopathologiquement chez un apparenté du premier degré, ou l'identification d'une mutation pathogénique considérée comme associée ou probablement associée à la maladie chez le patient. La présence d'infiltrats fibro-adipeux au sein du ventricule droit va entraîner des zones de conduction lente qui vont se manifester sous la forme d'anomalies ECG de dépolarisation. Ces anomalies se voient le plus souvent dans les dérivations précordiales droites de V1 à V3.
L'anomalie la plus caractéristique est la présence d'une onde epsilon, qui est une onde souvent de faible amplitude localisée entre la fin du QRS et le début de l'onde T. Il s'agit là d'un critère majeur. Souvent, on va observer ce qu'on appelle communément un bloc pariétal, c'est-à-dire un ralentissement de la fin du QRS de plus de 55 millisecondes entre le nadir de l'onde S et la fin du QRS, en absence d'un bloc de branche droit complet. Il s'agit là d'un critère mineur. Souvent, les patients peuvent présenter des aspects de bloc de branche droit atypiques, souvent peu voltés, associés à des ondes T négatives. L'autre type d'anomalie ECG que l'on peut rencontrer est la présence de troubles de repolarisation avec des ondes T négatives, en particulier dans les dérivations précordiales droites. Elles ne sont pas forcément associées à des troubles de dépolarisation et inversement. On considérera comme un critère majeur la présence d'ondes T négatives au-delà de V2 en absence d'un bloc de branche droit complet. Seront considérés comme critères mineurs la présence d'ondes T négatives en V1 et V2 ou d'ondes T négatives au-delà de V3 en cas de blanc de branche droit complet. Attention, tous ces critères ne sont valables que chez les individus âgés de plus de 14 ans. D'autres anomalies peuvent être rencontrées mais ne sont pas intégrées dans les critères diagnostiques actuels, comme la présence d'ondes T négatives dans le territoire inférieur, la présence d'un microvoltage qui est assez évocatrice, la présence de potentiel fragmenté, mais ce signe n'est pas très spécifique, ou la présence d'un bloc de branche droit atypique avec un rapport R' sur S inférieur à 1 en V1. La DVDA est probablement la seule pathologie où il existe encore une indication à réaliser un ECG à haute amplification. Il s'agit de mettre en évidence, sur l'ECG auto-amplification, de troubles de conduction et de zones de conduction lente au sein du ventricule droit qui ont la même valeur diagnostique que la présence d'un bloc pariétal dans les dérivations précordiales droites. La présence d'au moins un critère positif, que ce soit la durée du QRS filtré supérieure ou égale à 114 millisecondes, la durée du QRS terminal supérieure ou égale à 38 millisecondes ou l'amplitude des signaux des 40 dernières millisecondes inférieure ou égale à 20 microvolts est considérée comme un critère mineur. La présence d'un filtrat fibreux et fibroadipeux au sein du ventricule droit vont conduire celui-ci à se dilater progressivement et sa fonction systolique va diminuer. Il est important de noter que dans la large majorité des cas, les anomalies restent segmentaires, ce qui va conduire à la présence de troubles de cinétique non homogènes. La première anomalie que l'on va rechercher est la présence d'un VD dilaté, comme observé sur les images entourées en rouge. Cette dilatation se mesure en échographie par le diamètre de la chambre de chasse du ventricule droit en parasternal grand axe et surtout petit axe, comme montré sur les images entourées en vert. La fonction ventriculaire droite du ventricule droit s'évalue par la mesure de la fraction de raccourcissement de surface du VD qui se mesure par voie apicale. Enfin, le strain VD peut être diminué de manière globale ou segmentaire. Il peut être difficile de mettre en évidence les troubles de cinétique segmentaire qui devront être analysés paroi par paroi et segment par segment et quantifiés comme hypokinétique, akinétique ou dyskinétique. Seule la présence d'une akinésie ou d'une dyskinésie est considérée comme significative dans les critères diagnostiques. Pour permettre une meilleure analyse de la cinétique du ventricule droit, on peut recourir à l'échographie de contraste qui permet de mieux dessiner les contours du ventricule droit. Seule l'association d'un trouble de cinétique à type d'akinésie ou de dyskinésie du VD, associé à une dilatation objectivée par une chambre de chasse dilatée ou une dysfonction VD évaluée par la fraction de raccourcissement de surface, est considérée comme un critère diagnostique. Néanmoins, il est possible que ce critère diagnostique ne soit pas atteint, en particulier dans les formes localisées ou débutantes. Il est nécessaire d'avoir l'association d'un trouble de cinétique segmentaire à la dilatation ou à la dysfonction ventriculaire droite pour que le critère diagnostique soit validé. Le critère diagnostique est considéré comme mineur ou majeur selon le degré de dilatation du VD évalué par le diamètre de la chambre de chasse du VD ou le degré de dysfonction VD. On retrouve également souvent une hypertrabégulation du VD, ce qui peut être un signe évocateur, en particulier chez un patient peu sportif. L'IRM cardiaque permettra de mettre en évidence le même type d'anomalie que l'échographie cardiaque, c'est-à-dire une dilatation du VD mesurée par le volume télédiastolique indoxé du VD, une dysfonction globale du VD qui sera évaluée par la FEVD et la présence d'un trouble de cinétique segmentaire à type d'akinésie ou de dyskinésie. Comme pour l'échographie, il est nécessaire d'avoir l'association d'un trouble de cinétique segmentaire associé à une dilatation ou une dysfonction ventriculaire droite pour que le critère diagnostique soit validé. Le critère diagnostique est considéré comme mineur ou majeur selon le degré de dilatation du VD ou le degré de dysfonction VD.
Vu la faible épaisseur de la paroi du VD, il est souvent difficile d'identifier directement la fibrose VD ou les infiltrats de graisse sous-épicardique du VD en IRM. Par contre, l'IRM est un excellent examen pour identifier une atteinte VG associée qui se manifestera le plus souvent par des zones de fibrose visualisables par du rehaussement tardif sous-épicardique au niveau du ventricule gauche. Ce type d'anomalie VG segmentaire est présent dans plus de 70% des patients atteints de DVDA, témoignant du fait que l'atteinte gauche associée n'est finalement pas si rare. Un examen qui semble très prometteur pour le diagnostic est le scanner avec séquence Sinus 4D. Cet examen non invasif a l'avantage de pouvoir être réalisé sans problème chez les patients porteurs de défibrillateurs. Il permet en outre, grâce à son excellente résolution, d'identifier la graisse intramyocardique au sein de la paroi du ventricule droit, comme montré ici sur l'image de gauche. La graisse apparaît alors en blanc au sein de la paroi normale qui est en rouge. Les séquences 4D ciné permettent une évaluation très précise de la cinétique segmentaire. Cet examen ne fait encore, pour le moment, pas partie des critères diagnostiques. La scintigraphie myocardique de face permet d'évaluer la dilatation et la fonction du VD ainsi que d'identifier les troubles de cinétique. Cet examen est considéré plus sensible que l'échographie ou l'IRM et pourrait être intéressant en particulier pour les formes précoces, mais cet examen est néanmoins moins spécifique. Cet examen non invasif ne fait pas non plus partie des examens de critères diagnostiques internationaux. L'angiographie du ventricule droit est un examen invasif considéré comme le gold standard pour le diagnostic. Est considéré comme un critère diagnostique majeur la présence d'un trouble de cinétique à type d'akinésie, de dyskinésie ou la présence d'un anévrisme. Cet examen tend à être progressivement abandonné pour être remplacé par le scanner avec analyse ciné 4D. Sur cet exemple, il s'agit d'une DVDA avec une dilatation importante du ventricule droit et un trouble de cinétique avec une dyskinésie de l'infundibulum pulmonaire ainsi que du plancher du VD sous la triguspide. Le sixième type de critère diagnostique est la présence de troubles du rythme ventriculaire. Il s'agit de troubles du rythme provenant du ventricule droit qui peuvent être des ESV ou des TV. A noter que même s'ils sont fréquents, ils ne sont pas toujours présents, des formes de DVDA non rythmogènes étant décrites. La présence de plus de 500 ESV par 24 heures sur le Holter est considérée comme un critère mineur. Les ESV sont souvent d'origine infundibulaire, ce qui pose alors des problèmes de diagnostic différentiel avec les TV infundibulaires bénignes. Le fait d'observer des ESV provenant de la paroi inférieure du VD à type de retard gauche axe gauche ou la présence d'ESV de deux morphologies du VD différentes sont très évocatrices du diagnostic. Une des complications la plus fréquentes de la DVDA est le développement de troubles du rythme ventriculaire soutenu qui se manifestent dans la grande majorité des cas par des TV monomorphes à type de retard gauche. Elles ont souvent la même morphologie que les ESV. Comme les ESV, elles peuvent être multifocales, provenant de différents endroits du ventricule droit, ce qui est très évocateur du diagnostic. La présence de TV provenant de la paroi inférieure du VD à type de retard gauche axe supérieur est un critère diagnostique majeur. La présence de TV infundibulaire, c'est-à-dire à retard gauche axe inférieur, ou d'un autre axe, est considérée comme un critère diagnostique mineur. Classiquement, les troubles du rythme ventriculaire sont favorisés par le stimulus adrénergique, comme l'effort ou le stress. Elles peuvent donc parfois être déclenchées au cours d'un test d'effort ou d'un test pharmacologique à l'isuprel. Comme évoqué précédemment, un des diagnostics différentiels majeurs des ESV infundibulaires sur DVDA sont les ESV infundibulaires sur cœur sain. Trois critères morphologiques simples sont utiles pour les différencier. Ainsi, les ESV sur cardiopathie droite sont plus larges, avec une durée du QRS en D1 supérieure à 120 millisecondes, sont fragmentés dans plusieurs dérivations et ont souvent une transition en V5 ou en V6. Voici à gauche des exemples d'ESV infundibulaires bénignes sur cœur sain. Ces ESV sont en général fines, non fragmentées, avec une transition avant V5. À droite, des ESV infundibulaires sur DVDA. Ces ESV sont souvent plus larges, fragmentés ou avec une transition tardive au-delà de V4. Encore une fois, la présence de morphologies multiples d'ESV du VD sont très évocatrices de cardiomyopathie du VD, en particulier de DVDA. Principaux diagnostics différentiels sont les ESV ou TV infundibulaires bénignes sur cœur sain. Dans ce cas, l'ECG et les examens morphologiques seront normaux. La myocardite, mais attention, la myocardite peut révéler une DVDA. La sarcoïdose, le cœur de sportif qui peut entraîner de la fibrose et des ESV du VD. Les cardiopathies à expression droite prédominante, comme les laminopathies ou les cardiopathies dilatées en rapport avec une mutation du phospholamban. Les TV catécholergiques avec anomalie du VD et la dilatation des cavités droites secondaires à une CIA.
Parfois, les anomalies morphologiques du ventricule droit sont assez discrètes. Il ne faut pas oublier que les examens morphologiques et les anomalies morphologiques ne sont qu'un critère diagnostique parmi d'autres pour le diagnostic de DVDA. Il est important de confronter les résultats des examens, en particulier de l'échographie, de l'IRM et ou du scanner. Il est important de faire des examens morphologiques avec des protocoles et des séquences spécifiques pour bien visualiser le ventricule droit. En cas d'examen douteux, il peut être utile de réévaluer les examens morphologiques 2 à 3 ans après, la maladie pouvant être évolutive. En cas d'examen douteux ou en cas de doute diagnostique, il peut être également utile de faire un bilan des apparentés, en particulier des parents. En cas de DVDA probable, il peut être utile également de discuter un test génétique diagnostique. Voici un exemple qui illustre bien les difficultés diagnostiques que l'on peut rencontrer. Il s'agit d'un patient qui présentait des TV infundibulaires. Sur l'ECG, on retrouvait des ondes T négatives en V1 et en V2 et un bloc pariétal en V2, ce qui correspondait à 2 critères mineurs. L'échographie et l'IRM étaient dites normales. Lors de l'ablation de ces troubles du rythme, nous avons mis en évidence de larges cicatrices sous-épicardiques du VD qui témoignent d'une atteinte intrinsèque du ventricule droit. L'analyse génétique a montré la présence d'une mutation PKP2 bien connue, confirmant le diagnostic de DVDA. Au-delà de la forme classique de DVDA qui atteint principalement le ventricule droit et qui est majoritairement liée aux mutations dans le gène PKP2, il existe des formes avec atteinte biventriculaire ou atteinte gauche prédominante pouvant être liées aux mutations dans le gène DSP ou DSG2, plus proches sur le plan phénotypique de la cardiopathie dilatée. Certaines mutations dans les gènes habituellement liés au CMD, comme LMNA, le phospholamban ou la titine, peuvent donner lieu à des phénotypes de DVDA atypiques associés à des troubles conductifs ou à des myopathies comme pour le gène de la desmine. Il existe également des overlaps avec les canalopathies, comme le syndrome de Brugada ou les TV catécholergiques. Ces overlaps génétiques et phénotypiques ont conduit à faire émerger le concept de cardiomyopathie arythmogène qui inclut toutes les cardiomyopathies génétiques droite ou gauche associées à des troubles du rythme ventriculaire. En conclusion, le diagnostic de DVDA est basé sur un ensemble de critères qui inclut des critères ECG, rythmiques, morphologiques, anatomopathologiques et familiaux et génétiques. Aucun de ces critères n'est complètement spécifique et ne permet à lui seul d'affirmer ou d'exclure le diagnostic. Il est nécessaire de confronter les examens et de faire des examens avec des protocoles et des séquences qui sont ciblés sur le ventricule droit. Enfin, il me semble tout à fait nécessaire d'adresser le patient à un centre de compétences ou de référence pour valider le diagnostic, réaliser le bilan génétique ainsi que le bilan familial. Le bilan diagnostique initial qui est recommandé est la réalisation d'un ECG à doute dérivation, un ECG à haute amplification, un Holter ECG des 24 heures, un test d'effort avec analyse du rythme à l'effort et en récupération, une échographie cardiaque plus ou moins injection de produits de contraste, ainsi qu'une IRM avec des coupes centrées sur le ventricule droit et l'infundibulum pulmonaire. En cas de besoin, on peut compléter ce premier bilan par un scanner cardiaque avec séquence ciné 4D, une angiographie du ventricule droit, ou, en cas d'exploration des troubles du rythme ventriculaire ou d'ablation, une exploration électrophysiologique avec cartographie électroanatomique du ventricule droit.